Bienvenue à vous sur Sud Radio Midi. On est ensemble jusqu'à 13h30. Direction l'Ukraine tout de suite, où l'Europe a retenu son souffle, en tout cas pendant une bonne partie de la nuit. La centrale nucléaire de Zaporijia déconnectée du réseau électrique ukrainien. Que s'est-il passé alors qu'un incendie faisait rage tout près de la centrale? On en parle tout de suite avec notre invité qui va nous expliquer si nous sommes passés tout près d'un accident ou pas. Bonjour Jacques Repussard. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de l'Institut pour la maîtrise des risques. On est sur une guerre qui a fait plusieurs milliers de victimes depuis 6 mois, tout le monde le sait. On a des combats qui se déroulent pas très loin puisque la ligne de front est proche de la centrale de Zaporijia. Un incendie qui se déclenche juste à côté et manifestement les deux belligérants qui se disputent l'approvisionnement en électricité à partir de cette énorme centrale nucléaire. D'abord, ça fait un théâtre, ça fait un décor qui est peu rassurant, Jacques Repussard. Oui, absolument. C'est la première fois dans le monde depuis que l'énergie nucléaire a été installée de manière importante dans un certain nombre de pays. Jamais une situation de guerre n'a été directement une menace pour une installation nucléaire de ce type. Ouais. Ça avait commencé d'ailleurs dans les premiers jours du conflit après le 24 février, puisque des combats avaient eu lieu juste à côté de la centrale nucléaire de Tchernobyl au nord du pays. Oui, c'est tout à fait vrai, mais la centrale nucléaire de Tchernobyl est une centrale arrêtée qui n'est plus en fonctionnement depuis des années, alors que Zaporijia c'est une centrale de la même taille que celle de Gravelines en France et qui est opérationnelle. C'est-à-dire une centrale à la taille considérable. Parlons de ce qui s'est passé. Un incendie qui s'est déclenché à proximité, sans doute du fait d'un éclat d'obus, par exemple, ou de bombardements. On ne sait pas forcément qui a tiré ou qui a appuyé sur la détente. Quoi qu'il en soit, des incendies qui se déclenche à côté d'une centrale nucléaire en activité, c'est quelque chose qui n'arrive jamais non plus. Si, les incendies peuvent se produire accidentellement et les centrales nucléaires sont équipées, y compris en système de secours automatique, mais aussi avec des casernes de pompiers attenantes au site qui permettent de lutter contre des incendies qui peuvent toujours se produire de manière accidentelle ou à travers des feux de forêt, par exemple, à proximité. Donc l'incendie est une source de risque connue, identifiée. Ce qui se passe actuellement sur Zaporijia, c'est que le système anti-incendie, les bâtiments des pompiers, etc., ont déjà été en partie détruits. Et donc, les moyens de lutte contre l'incendie ne sont pas optimums actuellement. Alors, parlons maintenant de cette centrale. Elle est en activité, les réacteurs fonctionnent, ils ne le sont pas éteints. Alors, à ma connaissance, seulement 2 réacteurs étaient encore en fonctionnement. Les autres étant arrêtés, soit pour maintenance prévue, soit à cause des difficultés d'évacuer l'énergie électrique à travers des lignes à haute tension qui sont endommagées par les combats. Voilà. Et donc, lorsque une centrale nucléaire ne peut plus évacuer son énergie à travers les lignes électriques, il faut arrêter les réacteurs. Ce qui n'élimine pas tous les risques, puisque les réacteurs continuent de chauffer l'eau de leur circuit de refroidissement, même quand ils sont arrêtés. Il faut des mois pour que l'énergie produite soit vraiment réduite. Il n'y a pas un bouton marche, arrêt tout simple? Si, il y a un bouton marche-arrêt, mais lorsque c'est comme un feu de cheminée, si vous voulez, lorsqu'on met l'insert sur 0, eh bien, là, il y a encore des braises et ça continue de chauffer pendant un certain temps. Et c'est cette période-là qui peut être délicate si la centrale, par exemple, ne dispose plus de moyens d'électricité, de refroidissement, si ses lignes électriques ou si ses circuits de secours ne sont plus très opérationnels. Mais jusqu'à présent, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs alertes et à chaque fois, la robustesse de la conception des centrales nucléaires et les compétences du personnel font que finalement le pire a été évité et grâce aux moyens prévus par la procédure de conduite des centrales en cas d'incident. Effectivement. Alors maintenant, parlons de ce qui s'est passé. Je le disais, 2 belligérants qui se battent pour la possession, en tout cas pour le contrôle d'une seule centrale nucléaire, une grande centrale nucléaire. On a appris hier que l'approvisionnement en électricité depuis la centrale avait été coupé pour le réseau électrique national ukrainien. Il va finir par être rebranché, nous disent les Ukrainiens. Qu'est-ce que cela signifie ? Une centrale, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une centrale nucléaire, lorsqu'elle fonctionne, a besoin d'être reliée à un circuit électrique national avec pour évacuer l'électricité. Pour évacuer l'électricité. Et l'enjeu actuel, c'est que la partie russe, si les informations sont correctes, souhaiterait que l'électricité soit dirigée plutôt vers le sud, vers la Crimée,
que vers Kiev et vers l'ouest du pays. Et pour ça, il faut débrancher des lignes existantes et rebrancher des lignes qui allaient plutôt vers le sud et qui peut-être n'ont pas la capacité d'ailleurs de transmettre la totalité de l'énergie potentiellement produite. Côté ukrainien, évidemment, c'est pas admissible puisque c'est une énergie sur laquelle le pays compte pour son approvisionnement électrique. Et donc il y a là effectivement une lutte, mais évidemment les Russes, puisqu'ils sont eux qui occupent la centrale, ils ont les moyens de faire un peu ce qu'ils veulent. Ceci étant, donc débrancher et rebrancher, c'est pas une opération anonyme puisque ça passe par un moment où la centrale n'a plus du tout de courant électrique et donc il faut arrêter et mettre en œuvre les procédures d'arrêt d'urgence de telle sorte que la production d'énergie soit vraiment réduite au minimum pendant cette phase un peu délicate de changement des changements de lignage. Effectivement. Donc c'est une opération, quoi qu'il arrive, à haut risque. Oui, c'est une opération qui normalement se fait dans puisqu'on peut arriver à changer des lignes électriques, bien entendu, qui ont besoin d'être réparées ou changées, mais à ce moment-là, c'est préparé de longue date et pendant les interruptions de service des réacteurs. Donc faire ça en urgence, en situation de guerre, effectivement, c'est une opération qui est risquée, mais encore une fois, peut-être qu'on surestime le risque d'accident nucléaire. C'est pas une situation normale. En même temps, les professionnels, aussi bien russes que ukrainiens, les opérateurs de la centrale, que les Russes de Rosatom qui dirigent les opérations, ils ont des décennies d'expérience. Ce sont des spécialistes et donc je pense que personne, côté russe ni côté ukrainien, n'a évidemment intérêt à ce qu'il y ait un accident nucléaire. Évidemment, d'autant plus que ça ferait des victimes dans les deux camps. Donc peut-être qu'on surestime ce risque-là. Quoi qu'il en soit, il faudra surveiller cette situation. Vous l'avez dit, c'est absolument inédit que deux pays et deux armées se battent autour d'une centrale nucléaire. Quelle serait la solution qui permettrait à tout le monde de limiter au maximum les risques, Jacques Repussard ? Écoutez, c'est ce qui a été évoqué pendant la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire l'idée d'une démilitarisation de cette zone. Actuellement, d'après les informations qui sont disponibles, les Russes disposent de moyens militaires à l'intérieur du site. Évidemment, donc le président Poutine, semble-t-il, a accepté le principe d'une inspection en passant par l'Ukraine, des inspecteurs venant d'Ukraine pour respecter les prérogatives du pays propriétaire de cette centrale. Mais je pense que cette visite n'aura pas lieu tant que les Russes maintiendront des équipements militaires à l'intérieur, puisque la première chose qui serait le témoignage des inspecteurs de l'ONU serait de constater qu'il y a des moyens militaires, ce qui est évidemment incompatible avec la sûreté nucléaire. Donc je pense que cette opération aura lieu lorsque les Russes auront trouvé le moyen de déplacer leurs moyens militaires à l'extérieur. Et donc c'est ça la voie de progrès, c'est-à-dire de faire de cette zone qui est vraiment sur la ligne de front, c'est-à-dire que le fleuve à cet endroit a une largeur de plusieurs kilomètres. Absolument. Et au nord c'est l'armée ukrainienne et au sud, donc sur la rive de la centrale, c'est l'armée russe. Donc cette centrale, elle est sur la ligne de front. Exactement. D'ailleurs, on parle de la centrale de Zaporijia. La centrale de Zaporijia est aux mains des soldats russes. En revanche, la ville de Zaporijia, qui est une très grande ville, qui est à une cinquantaine de kilomètres, est entre les mains de l'Ukraine. Voilà. Et donc le moyen d'assurer la sûreté, c'est qu'il y ait un accord entre les deux parties, peut-être patronné par l'ONU, peut-être la Turquie, je ne sais pas, pour faire en sorte que ça soit une zone qu'on ne se batte pas dans un rayon autour du par les deux belligérants, mais évidemment les conditions doivent être négociées et c'est ça qui est probablement très difficile. Et ce n'est pas la seule chose que les deux parties auraient besoin de négocier en ce moment. Il y a deux choses, il y a la mise en sécurité de la centrale et puis il y a la question de où va l'électricité lorsque les réacteurs sont remis en service. Donc ça c'est les deux dimensions de ce conflit, disons. Alors, dernière question pour vous, Jacques Rebussard, vous l'avez dit, nous sommes dans une situation complètement inédite. Vous êtes président de l'Institut pour la maîtrise des risques en France. Quelles leçons d'ores et déjà on peut tirer en France, notamment pour nos centrales nucléaires, de ce qui s'est passé pour la première fois en Ukraine, c'est-à-dire des combats autour d'une centrale, deux centrales d'ailleurs? Oui, c'est un scénario qui n'est pas vraiment prévu lors de la conception des centrales. Un certain nombre de protections sont prises en matière de sécurité nucléaire, c'est-à-dire la prévention d'une agression de type terroriste. C'est ça qui a été, ce sont des scénarios qui aujourd'hui sont opérationnels. Et deuxièmement, les chutes d'avions, puisque la centrale EPR, les nouveaux modèles sont conçus pour soutenir des chocs externes de plus grande violence que des centrales
centrale d'origine. Ceci étant, effectivement, en cas de guerre, bien, on serait dans la même situation qu'en Ukraine. Donc, il faut souhaiter que notre pays, qui est à l'ouest du continent, ne soit pas affecté par ce genre de situation. Ceci étant, ce que montre l'expérience terrible de la centrale de Zaporijia, c'est quand même la robustesse des conceptions des systèmes nucléaires, puisque malgré toutes ces alertes, certains bombardements assez proches de la destruction de certains locaux, bien les installations continuent, non seulement n'ont pas été accidentées, mais continuent de fonctionner, donc sont réparées s'il y a des dégâts accessoires, elles sont réparées et la centrale continue de fonctionner. Donc la robustesse des systèmes, et deuxièmement, la grande résilience et le dévouement et le courage même physique des personnels. Ça, c'est, je pense, l'autre grande leçon. On avait déjà vu ça au moment de la catastrophe aux États-Unis, la tempête Katrina, où un réacteur, une centrale nucléaire avait été complètement isolée du monde pendant plusieurs jours à cause de la centrale. Et là aussi, on avait vu que malgré la très grande charge émotionnelle des personnels qui, dans les familles, pouvaient être en grande difficulté. Ils étaient restés sur place. Eh bien, finalement, le personnel a continué à faire fonctionner la centrale. Et c'est ce qu'on voit aussi à Zaporijia ces temps-ci, puisque le personnel ukrainien sous contrainte continue de travailler. Et donc, je suis persuadé que côté français, les personnels d'EDF sauraient aussi montrer le même courage et la même dévotion et la même compétence pour maintenir en sûreté des installations très sensibles. Et prendre le même risque pour mettre les autres en sécurité, ou du moins les maintenir en sécurité. Merci beaucoup, Jacques Repussard. Merci d'être intervenu sur Sud Radio, président de l'Institut pour la maîtrise des risques. On surveillera évidemment la situation et l'évolution surtout de la situation autour de cette énorme centrale nucléaire du côté de l'Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporijia, dont les Ukrainiens annoncent la reconnexion progressive au réseau électrique national. Quoi qu'il en soit, restez avec nous. Dans un instant, un autre risque qui a fait beaucoup de morts, il faut bien le dire. Plus de 150 000 Français sont morts du coronavirus. C'est celui du Covid. Le Covid est-il derrière nous ou est-ce un trompe-l'œil? On en parle dans un instant avec nos deux invités sur Sud Radio. Vous nous appelez, 0826 300 300. À tout de suite.